La mer était bonne et le ciel était plutôt clément ce samedi 11 janvier 2025 à la Trinité-sur-Mer pour le dernier voyage du marin qui prenait hier une dernière fois le large, toujours à contre-flot. D'abord, il faut rappeler que c'est dans cette petite commune de 2000 âmes, au sud du Morbihan, que Jean-Louis-Marie Le Pen, dit Jean-Marie Le Pen, est né le 20 juin 1928. C'est dans une ferme de pêcheurs en terre battue que le jeune breton a alors poussé son premier cri devant ses parents, Jean Le Pen et Anne-Marie Hervé, qu'on appellera ensuite tout simplement Marie Le Pen. Le rendez-vous était donné à 14h30 ce samedi pour les funérailles de l'homme, bien connu des Trinitains, des obsèques qui devaient se tenir dans l'église Saint-Joseph, non loin de cette maison en terre battue qui est aujourd'hui la maison familiale tenue par les filles Le Pen au bout de la rue. Cette église, c'est la seule de la commune, une commune qui n'a d'ailleurs pas l'habitude de voir de tels événements dans les environs, mais qui a été le fruit d'un large rassemblement hier de simples Bretons, d'habitants, de Trinitains, mais aussi de badauds, de curieux qui voulaient voir la famille Le Pen. C'est près de 500 personnes, il faut le dire, 500 personnes qui sont venues témoigner leur affection. On disait Jean-Marie Le Pen détesté, au fond, il aimait la France et elle lui a bien rendu ce samedi. Certains sont même venus de Corse et de toute la France pour accompagner physiquement les filles Le Pen dans leur douleur. La fleuriste près de l'église me disait justement avoir préparé plus d'une centaine de gerbes et de fleurs, de bouquets de fleurs pour répondre aux demandes des soutiens et des amis du président Le Pen. Alors il fait encore gris en début d'après-midi alors qu'approche l'heure de la messe, mais soudain les pas des sœurs Le Pen se font entendre dans la rue, on a vu les images. Exactement. Et alors, Oui. magie du moment, le soleil transperce les nuages pour venir éclairer la voie et éclairer l'église Saint-Joseph. En tête de cortège, la chef, l'héritière, la présidente du mouvement, Marine Le Pen, qui tient à ses bras ses sœurs, Marie-Caroline, Yann, Pierrette Lalanne, leur mère, est juste derrière avec Jeannie Le Pen, la seconde épouse de Jean-Marie. La foule se tait religieusement, laisse place au deuil. Une simple main sur le cœur de Marine Le Pen suffit à transmettre en retour à cette foule d'habitants l'amour que la famille porte à ces simples Français. Alors le cercueil contenant la dépouille de Jean-Marie Le Pen traverse la foule. Certains s'agenouillent, d'autres font le signe de la croix. Les cloches se mettent à tinter. L'église, le vitrail de l'église est cerné d'un halo de lumière. Un livret de messe avec une photo de Jean-Marie Le Pen, qui est une photo qui avait été utilisée pour la campagne présidentielle de 2002 et distribuée. Oui. S'ensuit alors une messe funéraire de près de 2 heures où le portrait de Jean-Marie Le Pen est éclairé par le soleil qui traverse le carreau, donnant un peu de baume au cœur qui entonne des chants catholiques traditionnels. Olympe, la fille de Marion Maréchal, a lu un texte pour celui qu'elle appelait, comme sa mère, Daddy. Breton, en fait, c'est ça le ton qui a été donné à cet enterrement. Les cloches tintent à nouveau. Marine, Yann et Marie-Caroline sortent sur le parvis, suivis de Marion Maréchal. Au son des binious bretons, le cercueil entame alors son dernier voyage jusqu'au cimetière de la Trinité-sur-Mer. Et pour le porter, il a bien fallu des hommes, des petits-fils. C'était Louis, Pierre, Romain, Tordi qui portaient leur grand-père, Jean-Marie. C'était Mathilde, Nolwenn, Anaïs, Jeanne, Marion qui épaulaient leurs frères et époux, enfants et petits-enfants de Jean-Marie. C'était Bruno Gollnisch, Marie-Christine Arnautu ou encore Stéphane Ravier qui sont venus saluer leur ami Jean-Marie. Enfin, ce sont les Trinitains derrière Marine, Yann et Marie-Caroline qui ont marché silencieusement et dans la dignité avec quelques applaudissements de la foule toutefois jusqu'au caveau familial des Le Pen, aujourd'hui écrasé par des centaines de fleurs. Alors la famille, elle s'est longuement recueillie avant de dîner tous ensemble, soudés, puis de trinquer à la santé du fondateur de cette dynastie dans la joie et la bonne humeur, ce qu'aurait d'ailleurs aimé le président Le Pen. Et aujourd'hui, dimanche, des dizaines et des dizaines de Bretons et autres Français venaient encore se recueillir sur la tombe de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, la France découvrira peut-être enfin, comme pour tout artiste qui meurt, ici un artiste politique, qui était vraiment Jean-Marie Le Pen, d'une certaine façon un punk de droite, qui, malgré quelques frasques ou outrances désormais légendaires, n'était qu'un simple petit mousse breton qui avait alors prophétisé, sans doute trop tôt, tous les malheurs que subit aujourd'hui la France. Alors voilà ce que vous avez vécu, puisque vous avez passé plusieurs jours sur place, finalement. La Trinité-sur-Mer et les Français présentent alors rendu un hommage digne et respectueux. C'est ce qu'on entend quand on vous écoute, à Jean-Marie Le Pen, à sa famille. Mais cela tranche, on l'évoquait il y a un instant, avec ce qu'on a pu voir. Place de la République, l'attitude de la gauche, est-ce qu'on a évité le pire? Parce qu'il y avait des craintes. Il y a eu un arrêté, il y avait énormément de forces de l'ordre sur place, Jordan. Oui, en fait, tout simplement, il y a deux France. Il y a deux France. Il y a celle qui est bien élevée, qui respecte l'ennemi, même mort. Et il y a cette gauche crasse et tout simplement sordide, qui a craché son fiel, place de la République, en insultant la mémoire d'un mort qui, en réalité, va leur manquer. Il va leur manquer, Jean-Marie Le Pen, car il était leur seule raison de vivre, leur seul combat politique. Alors, hier, la cérémonie, elle n'a pas échappé aux
aux attitudes indignes de la gauche, puisque malgré une cérémonie dite réservée strictement à la famille et à l'intimité, eh bien, il y a une journaliste de la rédaction du Monde qui s'est permise de s'introduire de force dans l'église avant d'être exfiltrée par l'attaché de presse de la famille, tout sourire et tout ton de but. La journaliste qui est avant tout une militante d'extrême gauche, il faut le dire, elle a été vertement recadrée par les équipes de la famille Le Pen qui lui ont rappelé combien son attitude était insolente, pour ne pas dire la plus immonde qui soit. Il y a ces jeunes antifas aussi, de jeunes femmes qui ont voulu s'approcher du cimetière munies d'une enceinte pour diffuser du son afin de perturber l'inhumation de Jean-Marie Le Pen. C'est vous dire jusqu'où vont ces attitudes d'antifa, ou encore des militants LGBT qui ont voulu s'approcher eux aussi. Alors heureusement, tous ces jeunes gens ont été éconduits par la police. Mais en bref, je crois qu'ils n'ont tout simplement pas compris qui était Jean-Marie Le Pen, un amoureux de son pays, un patriote, un père de famille aimant, à qui la Bretagne a pu dire hier Kenavo. On a le sentiment effectivement que parce que c'est le clan Le Pen, parce que c'est Marine Le Pen, alors certains journalistes se permettent tout et n'importe quoi. Oui, jusqu'à pénétrer dans l'église de la Trinité-sur-Mer, quand bien même des consignes très claires avaient été données, mais j'y reviendrai. Ce qui me frappe, moi, dans ces instants-là, avec cet article du JDD, c'est qu'en fait, on découvre que par 2 fois, Marine Le Pen a ajouté à l'honneur et à la dignité qu'on lui connaissait déjà et à sa stature, d'abord, effectivement, cette relation assez compliquée avec son père, mais c'est Marine Le Pen qui avait une relation compliquée avec Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas Marine avec Jean-Marie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il fallait faire la distinction dans cette famille entre la politique et le privé et le personnel. Oui. Et Marine Le Pen explique que ça a été extrêmement douloureux pour elle d'évincer son père de la présidence d'honneur du parti. Et elle a cette phrase qui est extrêmement poignante dans cet article où elle dit « Je ne me le pardonnerai jamais ». Et elle expliquait dans son tweet d'hommage à son père, où elle l'appelle papa pour la première fois, ce qu'elle réitère dans le JDD. Elle dit l'âge avait pris le combattant, ce qui veut dire qu'en fait, une fois que la politique était sortie de la vie de Jean-Marie Le Pen, qui ne voulait plus faire de déclaration publique, ça a été les retrouvailles. Eh bien, elle a pu retrouver son père. Et en fait, elle explique qu'elle a privilégié le sens du devoir dans l'éviction de son père. Et une deuxième fois, elle l'a privilégié également, c'est ce qu'on apprend avec Jules Torres, qui le racontait à votre antenne tout à l'heure, qu'elle a fait cet entretien, il faut le savoir, parce qu'elle ne voulait absolument pas que les Mahorais qu'elle venait de rencontrer pendant plusieurs jours à Mayotte perdent finalement leur porte-parole. Et elle avait peur, en fait, c'est d'ailleurs les premiers mots qu'elle a eus dans l'avion qui l'a ramené de Nairobi au Kenya. Mince, les Mahorais, en fait, mon histoire personnelle va évincer le sort des Mahorais qui ne vont encore pas être entendus. Et elle a tenu à faire cet entretien pour justement porter la parole des Mahorais. C'est très intéressant. Et puis un parallèle qui a peut-être pas été fait, j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a 2 personnalités qui ont appris la mort de leur père en étant au Kenya, c'est la reine Elisabeth et Marine Le Pen. Et elle dit rien à voir entre nous, dit-elle, effectivement, elle le rappelle dans l'interview. Elle en parle aussi dans le JD, je trouvais que le parallèle était assez intéressant. C'est 2 femmes qui sont dignes et qui ont une stature de femme d'État. Mais c'est Marine Le Pen qui s'exprime, alors comme la fille de Jean-Marie Le Pen, comme une fille qui vient de perdre son père, mais pas seulement. C'est aussi la femme politique qui parle, et d'ailleurs c'est la femme politique qui commence à parler, puisque elle y tient et elle le dit. Nous allons d'abord parler de Mayotte, Jordan Florentin. C'est aussi ce qui est notable. Non, mais c'est ça qui est intéressant. On le disait tout à l'heure. En fait, Marine Le Pen, elle a un attachement profond pour les Outre-mer et plus particulièrement pour Mayotte. Et les Mahorais lui rendent bien. On sait que Mayotte vote très largement et très massivement pour Marine Le Pen, qui se veut porte-parole de ces Français oubliés, trop oubliés. Et elle est revenue frappée, marquée par la différence qu'il y avait entre le discours de certains ministres et la réalité des faits à Mayotte, où, il faut le rappeler, certains mangent encore de nourriture et d'eau potable. Et lorsqu'elle apprend donc le décès de son père, la première pensée qu'elle a, c'est pour les Mahorais, en se disant mince, leur parole va encore être effacée au détriment de mon histoire personnelle. Donc il y a ce moment qui est très fort. Et moi je voulais revenir sur une phrase très, très marquante, vous la diffusez là, tout à l'heure, où elle disait mes sœurs, Yann, Marie-Caroline et moi-même avions un amour infini pour notre père et il nous le rendait. Et c'est vrai que parfois on retrouve dans les archives de l'INA il y a un dîner entre Le Pen père et ses filles, où en fait elles disent l'amour qu'elles ont pour leur père et la fierté qu'elles ont d'être des Le Pen. Et l'une était plus dans l'intimité. Yann Le Pen était beaucoup plus discret, plus sur l'organisation du mouvement. Marie-Caroline a fait de la politique. Elle a été pendant 20 ans séparée de son père. Elle ne lui a pas adressé la parole. Et c'est en 2018, au moment des 90 ans de Le Pen père, que les 3 filles se retrouvent. Il y a une photo hommage superbe. Et elle n'a pu profiter que 6 ou 7 ans finalement de son père qu'elle a retrouvé. Et Marine, encore une fois, il faut le préciser, ce n'est pas Marine Le Pen qui rompt avec Jean-Marie Le Pen, c'est la présidente du Front National qui exclut le président d'honneur pour des raisons politiques, où encore une fois, elle fait
dépasser sa stature et les ambitions du parti avant ses ambitions personnelles. Mais il faut souligner, oui, effectivement, c'est une famille où il y a énormément, et pour en connaître bien certains personnellement, il y a énormément d'amour entre eux, et je pense qu'ils aimeraient même pouvoir l'exprimer, se voir plus souvent, se rencontrer plus souvent, se concilier. Mais c'est vrai que c'est une famille où la politique aussi parfois prend le dessus, mais il y a toujours ces liens extrêmement importants. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait « Même l'ennemi a droit au respect ». Ben oui. On lui a dénié ce droit, Jordan Florentin. Oui, on lui a nié ce droit, enfin la gauche lui a nié ce droit au respect. Je pense qu'il y a une forme d'amour-haine de la gauche envers Jean-Marie Le Pen qui au final, cette classe politique vient de perdre leur meilleur atout. C'est-à-dire que j'entendais par exemple l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Gentet, alors vous vous en souvenez peut-être pas parce qu'elle n'a pas fait un feu de paille au gouvernement, mais elle disait « Je me suis engagé en politique contre Jean-Marie Le Pen ». Mais alors que leur reste-t-il aujourd'hui s'ils ne se sont engagés en politique que contre un homme? Ça va être compliqué maintenant, mais cet amour, il a été exprimé à la Trinité-sur-Mer par près de 500 personnes, et je pense qu'il sera largement exprimé par, à mon avis, des centaines de Français qui vont venir rendre hommage publiquement à Jean-Marie Le Pen. C'est jeudi matin à 11h, je crois, à l'église Val-de-Grâce de Paris. Mais je voulais juste revenir sur Marine Le Pen, qui, moi, je me plais toujours à dire que Marine Le Pen, c'est l'héritière charnelle de Jean-Marie Le Pen, et de son héritière idéologique, c'est Marion Maréchal, sur les valeurs, sur les idées. Ouais. Mais Marine, elle répond à cette question qui lui est posée par nos confrères du JDD dans l'entretien. Ils lui ressortent une phrase de Jean-Marie Le Pen qui était que diriez-vous, monsieur Le Pen, à votre fille, qu'aimeriez-vous qu'elle apprenne de vous quand vous ne serez plus là? Et il dit tout simplement, j'aimerais qu'elle continue mon combat. Et elle répond au JDD, exaucé. Et et d'ailleurs l'interview se termine de cette façon-là. Donc peut-être sera-t-elle elle aussi l'héritière idéologique. Mais plutôt favorable. Jordan Florentin, je vous vois lever les yeux au ciel. Pour quelle raison? Moi, je suis contre. Vous êtes contre? Ben oui, parce que moi, je veux pas. Il faut bien commencer par quelque chose. Moi, je veux pas les isoler, je vais les expulser. Pour la plupart d'entre eux, il y a certainement des étrangers. Donc en fait, il faut les expulser. Là, ils n'ont rien à faire sur le sol, c'est des narcotrafiquants extrêmement dangereux. Pour vous, quelqu'un qui est expulsable ne doit pas faire sa peine de prison ici en France? On l'expulse. Ouais. Alors, je vous dis ça ironiquement maintenant, plus sérieusement, évidemment que la logique voudrait qu'on soit pour. Néanmoins, pendant des années, on nous a expliqué qu'on allait construire des prisons, on n'a jamais réussi à le faire. Donc construire un espèce de Guantanamo à la française en mettant les 100, d'abord pourquoi 100? Quel est ce nombre? Le 101e serait moins dangereux. Alors il dit on poursuivra les 200, les 300. Voilà ce qu'il dit. Et puis surtout les questions de sécurité qui vont se poser. On n'est pas capable de surveiller un homme qui s'était évadé de je ne sais plus quelle prison, qui s'était évadé avec son fourgon, qui avait été avec des agents pénitentiaires, qui avait été tué. On n'est pas capable de le surveiller lui. Comment vous voulez surveiller 100 personnes qui sont des criminels extrêmement dangereux, qui vont être placés dans des centres? On sait que dans les centres de rétention administrative, par exemple, on a des infirmières, des agents qui sont frappés, violentés, insultés. Vous croyez vraiment que la France est capable aujourd'hui de mettre dans une seule prison 100 personnes et de les surveiller comme il faut, sans qu'il y ait par exemple des jets de colis par-dessus, sans qu'il y ait des contacts par téléphone? Ou alors, très bien, si on est capable de le faire, mais alors après, ça va être un véritable challenge pour l'appliquer à toutes les autres prisons de France. Et puis encore une fois, s'ils sont placés à l'isolement, on espère que c'est en attente de leur expulsion. On va, en tout cas, Jordan Florentin, c'est dans le cas réserve de voix. Voilà. Dans le cas de Claire ou dans le cas de ces victimes au Royaume-Uni, dans les deux cas, il y a un silence assourdissant d'une certaine classe politique. C'est proprement hallucinant, et j'allais dire, il y a 3 scandales dans le scandale et vous m'en faites rajouter 2. D'abord, il y a ce scandale de ces fillettes violées par des Pakistanais qui est déjà le scandale qui n'aurait jamais dû être étouffé. Deuxième scandale, le fait, ça a été étouffé pendant des années. Je pense même que certains qui ont rejoint récemment la politique ou même des rédactions, on redécouvre en fait ce phénomène qu'on avait presque oublié nous-mêmes. Il y a le scandale de l'absence de réaction des féministes. Souvenez-vous quand même, à chaque fois que de toute façon les droits des femmes sont remis en question et que des femmes sont victimes, prenez des personnalités de gauche comme Sandrine Rousseau, elle préfère déclarer à l'époque qu'il fallait importer en France tous les Afghans, tous les talibans, limite avec les mêmes mœurs, les mêmes valeurs. Vous disiez tout à l'heure, M. Agoun, qu'il ne fallait pas imposer à l'époque à la colonisation certaines valeurs. Ben moi, j'ai quand même envie d'imposer les valeurs du respect de la femme, du respect de l'intégrité d'autrui, du respect de l'intégrité physique. Et puis ces 2 scandales qui s'ajoutent, c'est effectivement cette police qui a protégé, qui a défendu, qui parfois n'en a pas parlé parce qu'elle était communautarisée à l'intérieur même. Donc ça fait peur sur ce qui pourrait arriver en France un jour si effectivement, je crois qu'il y avait eu quelques enquêtes, notamment dans l'armée, de milieux, je crois des réseaux salafistes qui voulaient intégrer l'armée, intégrer la police en France. Donc effectivement, ça pourrait arriver. Ça c'est très surveillé. Et puis le dernier sujet, et ça alors pour le coup on a vraiment l'exemple en France, de protection de voix
pas électorale. C'est-à-dire qu'en France, là où on ne veut pas braquer certains milieux islamistes, etc., une certaine gauche qui se compromet totalement au détriment, encore une fois, du droit des femmes, eh bien on a la même chose là au Royaume-Uni, et à chaque fois c'est les femmes qui en souffrent les premières, comme Claire, qui sont obligées de médiatiser elles-mêmes leurs affaires pour que enfin on en parle. Donc effectivement, je crois qu'on peut remercier Elon Musk. Ça dit quelque chose aussi de l'insécurité qui règne aujourd'hui. Il y a un chiffre surtout à rappeler, parce qu'il y a une clé de voûte derrière tout ça, c'est aussi le phénomène migratoire et le comportement de certains hommes étrangers. Là, au Royaume-Uni, c'est des Pakistanais. En France, on sait que c'est plus de 60% des actes de violence et notamment d'agression sexuelle commis dans les transports qui sont le fait d'étrangers. Donc il faut aussi, derrière tout ça, rappeler à chaque fois que le problème, il est aussi d'une certaine culture importée via des vagues migratoires. Bon, l'interrogation à présent, c'est que va-t-il se passer après ces 23 jours, Jordan Florentin? Il va pouvoir effectivement, peut-être que sa rétention administrative va se poursuivre. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il aurait pu être chez lui en rétention à domicile, ce qui n'est pas le cas. Ça montre la dangerosité du personnage. Mais il n'est pas dit ensuite qu'il soit expulsable, que l'Algérie... A priori, ce ne sera pas le cas. On ne voit pas pourquoi l'Algérie, une seconde fois, si les tensions entre Alger et Paris se poursuivent, on ne voit pas comment cet individu va être accepté en Algérie. Moi, ce qui me surprend, c'est quand il explique qu'il est sonné, qu'il est choqué par tout ce qui lui arrive. Non, mais j'ai envie de dire, pauvre chouchou, quoi. Enfin, je veux dire, il a défendu des thèses quand même assez radicales. C'est un homme qui est quand même assez virulent, voire violent. Et il est choqué parce que la France cherche simplement à défendre son honneur et à ne pas supporter sur son sol qu'il puisse y avoir des influenceurs qui portent des thèses qui parfois peuvent aller jusque à l'expression d'une certaine violence qui parfois peut aller jusqu'à physique, puisqu'il y a certains influenceurs qui ont appelé quand même à prendre les armes et à s'en prendre à des Français. Moi, j'ai envie de dire, Bruno Retailleau, on pourrait lui fournir toute une liste. Je pense par exemple à un autre influenceur. Alors, son cas a été moins médiatisé parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais néanmoins, c'est un influenceur quand même. Elias Dimzalen, qui avait appelé à l'intifada dans les rues de Paris. On a tout un panel comme ça d'ennemis de la France qui vivent ici à l'intérieur. Et pour le cas de ceux qui sont franco-algériens ou des ressortissants algériens qu'on aimerait renvoyer en Algérie, on n'en a pas les moyens, tout simplement parce que diplomatiquement ça ne marche pas et qu'on n'arrive pas à avoir une main de fer avec l'Algérie. Pourtant, il y a des solutions. Il y a plusieurs solutions. D'abord, d'arrêter l'aide publique à investissement. Vous vous souvenez de ce conflit qu'il y avait eu entre l'Algérie et Sarat Nafo, députée européenne Reconquête, qui avait expliqué que 800 millions d'euros étaient versés à l'Algérie. Finalement, ils ne sont pas allés plus loin dans leur démarche parce qu'ils se sont rendus compte que c'était effectivement vrai. Il y a la question des visas qui sont donnés à leurs dirigeants. On peut geler les avoirs de leurs dirigeants. On peut arrêter les transferts Western Union. Il y a des façons d'agir face à l'Algérie. Et la première des façons, c'est aussi surtout la fermeté politique et d'arrêter tout simplement d'avoir peur de l'Algérie, des Algériens et de l'histoire qu'on partage. Oui, mais cette peur, on le voit bien, c'est vrai, Jordan Florentin, il y a des mesures très concrètes à prendre aujourd'hui. Est-ce que Bruno Retailleau, lui, visiblement, il y irait? Est-ce qu'il va être suivi? Puisqu'on attend aussi la posture d'Emmanuel Macron, en quelque sorte. Oui, le problème, c'est que là, Bruno Retailleau, il a fait le maximum de ce qui était en son pouvoir. Maintenant, ça relève du ministère des Affaires étrangères. Pour revenir sur la déclaration de Marine Tordelier chez nos confrères, qui disait, en fait, c'est ce que fait M. Retailleau, qui est une provocation. C'est ça. C'est-à-dire que plutôt que de s'attarder sur ces influenceurs algériens qui menacent notre pays, qui sont des troubles à l'ordre public, elle préfère s'en prendre violemment au ministre de l'Intérieur. Ils choisissent chacun, un petit peu comme sur l'affaire des violeurs, ils choisissent toujours qui attaquer. Et Bruno Retailleau, en fait, dans son tweet cinglant, il lui rappelle qu'il y a une vraie distinction qui a été faite. Lui, c'est une décision, c'est un arrêté ministériel pour menace à l'ordre public dont il demande l'expulsion. Maintenant, dans le cadre de l'état de droit, il y a une séparation judiciaire et entre l'administratif, donc il y aura une réponse de la justice, et puis le retour en fait de cet homme qui, le ministre dit, disposait d'un passeport biométrique, était en cours de validité. Donc en fait, c'est selon les termes d'un protocole qui date de 1994 entre la France et l'Algérie, pour la réadmission de leurs ressortissants. Donc maintenant, le sujet, en fait, il est quasiment présidentiel. Au-delà du ministère des Affaires étrangères, c'est peut-être de remettre en cause les accords entre la France et l'Algérie, de remettre en cause ce protocole de 1994, parce que là, pour le coup, Bruno Retailleau, il était parfaitement dans l'état de droit, mais ça veut dire qu'en fait, le drame dans tout ça, c'est que notre état de droit ne nous protège pas, et il protège plutôt des ressortissants algériens qui reviennent en France avec un pays qui tout simplement se moque de nous. Et j'ai envie de dire tout simplement, prenez
ramenez Doualem et rendez-nous Boualem sans salle plutôt. Hein. Mais bon, Jordan Florentin, c'est vos images que nous avons vues dans ce sujet, puisque vous y étiez donc à cette conférence où il y avait eu cette extrême gauche qui était venue perturber cette conférence. Une conférence sur la liberté d'expression. Voilà. Justement, c'était le printemps de la liberté d'expression, un événement annuel organisé par Éric Nolot. C'était la première et il aura l'occasion de le refaire chaque année. Et je me souviens qu'après ces images où en fait on voit ces extrémistes avec des pancartes « pas de fachos » dans notre quartier, j'avais tenté d'avoir un échange avec eux à la sortie de la salle. Je me suis accusé d'être d'extrême droite. Michel Onfray était d'extrême droite, alors qu'il revendique toujours des positions très à gauche sur beaucoup de choses, sur le girondinisme, tout ça. Enfin, c'est très intéressant de l'écouter. Il est toujours très socialiste en économie, tout ça. Donc voilà. Et ces personnes à qui je demandais un seul argument pour m'expliquer en quoi nous étions, nous, d'extrême droite et en quoi Michel Onfray était d'extrême droite, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et alors qu'il y a un printemps de la liberté d'expression où ces femmes auraient pu venir débattre. Et certainement, Michel Onfray leur aurait répondu. Alors, l'ennui, c'est qu'il est doté d'une intelligence qu'elles n'ont pas, que ces antifas n'avaient pas sur le moment. Et à chaque fois, c'est la même chose. Mais l'avantage aussi de ces moments-là, c'est que ça permet, en fait, finalement, d'augmenter la notoriété et la popularité de Michel Onfray. Vous savez, on a voulu interdire, presque brûler les livres de Philippe de Villiers et de Jordan Bardella. Aujourd'hui, c'est les personnalités politiques préférées des Français, avec les livres les plus vendus. Donc, qu'ils continuent, au final, ils nous font honneur. Jordan Florentin, journaliste Frontières. Alors, vous aussi, un géant de la tech, si je puis dire, Oui. la personnalité de la semaine. On en a parlé il y a un instant. Oui, moins original, je reviens sur Zuckerberg. D'abord parce qu'en fait, dans ce moment où il y a enfin une libération de Meta, incluant Facebook, Instagram et d'autres réseaux, eh bien, ça a permis, je ne sais pas si c'est tout à fait un effet de cause à conséquence, mais en tout cas, il y a eu enfin la libération du média Occidentis de mon collègue David Alem, qui travaille chez Frontières et qui avait fondé le média Occidentis. J'invite tous vos téléspectateurs d'ailleurs à le rejoindre sur tous les réseaux sociaux avec plus de 160 000 abonnés, qui avait été fermé, tout comme les comptes, par exemple, d'une amie qu'on connaît bien, Claire, Alice Cordier, féministe, militante pour Némésis. Son compte avait été également fermé. Donc il y a une libération de la parole qui se fait enfin. Et puis pour autre chose, sur Zuckerberg, qui enfin a compris, je pense même à titre personnel, que les gens, les simples citoyens étaient eux aussi des médias. C'est Elon Musk souvent qui dit ça. Les simples citoyens sont aussi des médias puisqu'ils peuvent relayer la vérité. En fait, on avait dans le monde entier, dans l'Occident surtout, un espèce de totalitarisme, pour pas dire terrorisme intellectuel, qui consistait en fait à écrire l'histoire à la place de la réalité. Et ça, c'est ce que faisaient beaucoup de rédactions, ce que faisaient beaucoup de médias. Et j'y vois aussi, pour conclure là-dessus, peut-être une forme aussi de fin de ce qu'on explique aujourd'hui aux États-Unis, une fin du wokisme ambiant aussi, qui consistait à nier la réalité, à transformer la réalité, les faits, les genres, tout ça. Et d'ailleurs, Elon Musk a annoncé aussi, je crois, qu'il mettait fin au wokisme sur Facebook. Il y avait des questions de genre, de choses comme ça. Il y met fin, donc je crois qu'on peut vraiment s'en réjouir.